que ses manches s'agitaient au rythme de ses spasmes. Chloé était juste derrière elle, à moitié cachée, observant par-dessus l'épaule de sa mère comme une gamine prise en train de voler des biscuits dans le placard. Sauf qu'elle avait 32 ans et qu'elle venait de briser ma vie. De l'autre côté de la rue, la vieille Madame Girard avait écarté ses rideaux de quelques centimètres. Elle n'était pas seule. 2 autres voisins restaient aux aguets derrière leurs vitres. Dans une rue comme la nôtre, les gens ne rataient pas un basculement de poubelle, alors imaginez un gendarme s'approchant d'une maison en plein jour avec un dossier sous le bras. L'officier n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Madame, a-t-il dit, aussi calme qu'un présentateur météo, cette propriété appartient légalement à Marc Lefebvre. Vous devez quitter les lieux. » La bouche de Suzanne s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti, comme si on lui avait coupé le souffle d'un coup sec. Chloé a émis un petit bruit d'étouffement, à moitié un sanglot, à moitié une protestation. « Ce n'est pas. » A-t-elle commencé, sans pouvoir finir sa phrase. Son mascara coulait déjà sur ses joues. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je cligne des yeux et que je fasse tout disparaître, comme je l'avais toujours fait quand elle était plus jeune et qu'elle cassait quelque chose ou mentait, comme je l'avais fait pendant 17 ans. Je me tenais sur le trottoir, les mains dans les poches de ma veste de travail, sentant chaque regard peser sur moi. Je pouvais sentir l'air frais, l'odeur de l'humus et le parfum léger d'un assouplissant provenant d'une sécheuse voisine. La lumière du porche était éteinte, mais je la voyais encore dans mon esprit. Cette ampoule que j'avais remplacée le mois dernier sur une échelle bancale, pendant que Suzanne la tenait d'une main et tenait sa tasse de café de l'autre en me disant « Fais attention, Marc ». Comme si elle tenait encore à moi. Le gendarme s'est tourné vers Chloé. « Cet ordre est à exécution immédiate », a-t-il déclaré. « Si vous refusez de partir, nous devrons procéder à une expulsion forcée. » Les yeux de Suzanne ont fini par croiser les miens. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'elle crache une dernière phrase venimeuse, de celle qu'on ne peut jamais retirer. Au lieu de cela, elle semblait perdue, comme si elle venait d'entrer dans une pièce où elle vivait depuis des années et qu'elle ne reconnaissait plus l'emplacement de l'interrupteur. Et j'ai ressenti cette vieille pulsion familière, cette envie de céder, de lui faciliter les choses. Puis, je me suis souvenu de sa voix, il y a à peine 3 semaines, tranchante comme du verre brisé, « Dégage. Tu n'as plus ta place ici. » Alors, je n'ai pas bougé. Je n'ai sauvé personne. J'ai juste respiré lentement et régulièrement, comme maître Diane Keller m'avait dit de le faire. Et quand le gendarme s'est tu, j'ai parlé sans détour. Je ne suis pas venu pour me disputer, leur ai-je dit. Je suis venu reprendre ma vie. Il y eut un silence si épais qu'on aurait dit de la neige tombante. Et ce silence, là, sur ma propre pelouse, sous les yeux de tout le quartier, fut le moment où j'ai compris que j'allais peut-être survivre à ce qu'elle m'avait fait. Parce que 3 heures après que Suzanne m'eut jeté dehors sous la tempête à cause d'un mensonge inventé par Chloé, la police avait appelé mon nom. Et ce n'était que le début. La nuit où tout a basculé n'avait pourtant pas commencé comme une nuit historique. C'était un mardi ordinaire dans la banlieue de Lyon. Ciel gris, rue détrempée, mes bottes traînant des feuilles mouillées. Je n'avais pas le courage de balayer le porche une fois de plus. Je sortais d'un service de 12 heures à l'hôpital. Pas la partie glorieuse de l'hôpital, non. J'étais le gars qui s'assurait que les lumières restaient allumées, que l'air circulait, que les chaudières fonctionnaient et que les portes se verrouillaient, la gestion technique des bâtiments, le genre de boulot qu'on ne remarque que quand plus rien ne marche. Mes mains sentaient légèrement l'huile de machine et le désinfectant. Cet hôpital a une odeur qu'on ne peut pas récurer, un mélange d'eau de javel, de vieux café et quelque chose de métallique qui vous reste au fond de la gorge. Je me suis lavé les mains à l'évier, j'ai rabaissé mes manches et je suis rentré. Suzanne avait préparé un gratin de poulet, le genre rapide avec de la crème et des oignons frits sur le dessus. Ce n'était pas de la grande cuisine, mais c'était chaud. C'était familier. Nous avons mangé à la table qui boitait un peu du pied arrière gauche, celui que je me promettais toujours de réparer. La télé marchait en fond dans le salon. Les infos locales, une pub pour une concession auto, puis le présentateur météo prévenant qu'une tempête arrivait par l'ouest. Chloé est arrivée en retard, comme d'habitude, laissant la porte claquer derrière elle. Elle ne frappait jamais. Elle vivait avec nous par intermittence depuis ses 20 ans, revenant quand elle avait besoin de se remettre sur pied, repartant quand elle rencontrait quelqu'un ou qu'elle en avait marre des règles. Elle portait un legging et un sweat avec le logo d'une université où elle n'avait jamais mis les pieds.
Ses cheveux étaient relevés en un chignon brouillon. Elle sentait la cigarette électronique fruitée et le parfum bon marché à la vanille. « Salut », a dit Suzanne, forçant la gaieté dans sa voix. « On t'en a gardé. » Chloé s'est glissée sur sa chaise, les yeux déjà fixés sur son téléphone. « Merci », a-t-elle marmonné. « Je n'ai pas dit grand-chose. Après 17 ans avec Suzanne, j'avais appris qu'il y avait deux types de soirées, celle où on parlait et celle où on faisait profil bas. » Chloé était d'humeur sombre, tendue comme un élastique sur le point de lâcher. Suzanne lui a demandé comment se passait le travail. Chloé a soupiré de manière dramatique, comme une adolescente. « Ça va. » Peu importe. C'était son mot préféré, peu importe. Ça signifie, ne me pose pas de questions, n'attends rien de moi, ne me donne pas l'impression que je te dois quelque chose. J'ai porté mon assiette à l'évier et j'ai commencé à la rincer. Le plat de gratin fumait encore un peu sur le plan de travail. La pluie avait commencé à tambouriner contre la fenêtre au-dessus de l'évier, doucement d'abord, puis plus fort. Suzanne essuyait la table. Chloé faisait défiler son écran. La télé parlait d'une nouvelle boulangerie ouvrant près de l'autoroute. Et puis, d'un coup, le téléphone de Chloé a émis un petit tintement. Elle s'est figée. Son pouce s'est arrêté. J'ai vu son visage changer d'une manière qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Ses yeux se sont agrandis et ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle a levé les yeux vers Suzanne. « Maman », a-t-elle dit, et sa voix était fine, presque tremblante. « Est-ce que je peux te parler, là, tout de suite ?» Suzanne m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue vers Chloé. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Chloé s'est levée, son téléphone serré dans sa main comme une preuve accablante. Elle n'est pas allée dans sa chambre. Elle n'a pas demandé d'intimité. Elle a marché droit vers la cuisine où je me tenais devant l'évier, l'eau coulant encore. Suzanne l'a suivie et Chloé m'a pointé du doigt. « C'est lui », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Chloé a tendu le téléphone vers Suzanne, mais elle l'a incliné pour que je ne puisse pas voir. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Je le savais. Et maintenant, j'ai la preuve. Les sourcils de Suzanne se sont froncés. « Chloé, de quoi tu parles ?» Chloé a dégluti, puis a pris une respiration saccadée comme si elle s'apprêtait à faire une confession héroïque. « Il a fouillé dans mes affaires », a-t-elle dit. « Mes comptes, mon argent. » Mon cœur a sombré si vite que j'ai cru avoir raté une marche dans l'escalier. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Les yeux de Chloé se sont posés sur moi. Il y avait quelque chose en eux. Un calcul froid caché sous une fausse peur. Je dis, a-t-elle continué, que j'ai vérifié mes emails. Et il y a des connexions depuis cette maison, d'ici même. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé des messages. Le visage de Suzanne est devenu livide. Des messages ? Chloé a hoché la tête rapidement. Des messages menaçants, comme s'il me surveillait, comme s'il était instable. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Instable. Le genre de mot qui vous transforme en problème au lieu d'une personne. J'ai coupé l'eau et je leur ai fait face. Suzanne, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas touché au compte de Chloé. Je ne connais même pas ces mots de passe. Chloé a laissé échapper un petit rire nerveux qui n'avait rien de drôle. Évidemment que tu dirais ça. Les yeux de Suzanne faisaient la navette entre nous. Marc, pourquoi Chloé inventerait-elle ça? Ma bouche s'est ouverte et rien n'est sorti au début parce que j'avais une tonne de réponses, mais aucune ne semblait convaincante, car Chloé inventait des choses tout le temps. Elle inventait des excuses. Elle inventait des histoires. Elle s'était créée une version d'elle-même où elle était toujours la victime et tout le monde le méchant. Mais je ne l'avais jamais vue s'attaquer à moi comme ça. Je ne sais pas, ai-je dit, et ma voix sonnait fatiguée. Mais c'est faux. Le menton de Chloé a tremblé juste assez pour paraître convaincante. Maman, j'ai peur, a-t-elle chuchoté. J'ai peur pour toi. Suzanne s'est raidie, comme si ces mots avaient activé un instinct primaire en elle. Protéger l'enfant. Croire la fille qui pleure. Même si la fille était adulte et que les larmes étaient une mise en scène. J'ai essayé de garder un ton égal. Suzanne, écoute-moi. Tu me connais.
Tu vis avec moi depuis 17 ans. Les yeux de Suzanne ont lancé des éclairs. Alors pourquoi Chloé a-t-elle peur? Parce qu'elle est en train de te manipuler. Ai-je lâché avant de pouvoir m'en empêcher? Chloé a eu un haut-le-cœur comme si je l'avais frappé. Tu vois? Tu vois comment il parle? C'est ce que je voulais dire. Suzanne a fait un pas vers moi et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'y avais jamais vu diriger contre moi auparavant. Pas seulement de la colère, pas seulement de la blessure, c'était du dégoût. Tu n'as pas le droit de traiter ma fille de menteuse, a-t-elle hurlé. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, frappant contre la vitre. Le vent secouait les branches de l'érable près de l'allée. Suzanne, ai-je dit, écoute, Chloé ment. Je te le dis franchement. Elle ment. Les mains de Suzanne se sont serrées en poing. Arrête. La voix de Chloé est devenue plus douce, plus mielleuse. Maman, je ne veux pas faire d'histoire. Je veux juste. J'ai juste besoin de me sentir en sécurité. En sécurité. Un autre mot chargé. Un autre mot qui pouvait me transformer en menace en un souffle. Suzanne m'a fixé pendant une longue seconde, puis ses épaules se sont soulevées alors qu'elle inspirait, et elle a expulsé l'air dans un cri, « Sors d'ici !» Le son a ricoché sur les placards, sur le réfrigérateur, sur le carrelage que j'avais lavé le week-end dernier. Ce n'était pas la voix de ma femme. C'était celle d'une étrangère habitant son corps. « Sors de ma maison !» a-t-elle crié. « Tu n'as plus ta place ici. » Je suis resté là, l'eau coulant encore de mes mains, regardant la bouche de Chloé se crisper au coin juste une seconde, comme si elle essayait de ne pas sourire. Mon premier instinct a été de discuter, de me défendre, d'énumérer chaque facture que j'avais payée, chaque chose cassée que j'avais réparée, chaque nuit où j'avais veillé avec Suzanne quand elle pleurait à cause de l'argent, chaque fois que j'avais sorti Chloé d'un pétrin sans que Suzanne se sente coupable. Mais j'ai regardé le visage de Suzanne et j'ai réalisé que j'étais déjà condamné. Alors, j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire avec un peu de dignité. J'ai décroché ma veste de travail de la patère près de la porte arrière, celle qui sentait encore l'huile et l'air hivernal, et je l'ai enfilée. J'ai pris mon portefeuille et mon téléphone sur le comptoir. Mes clés étaient dans le petit bol près de la porte, à côté de celle de Suzanne. Suzanne se tenait les bras croisés, respirant fort, les yeux écarquillés, comme si elle venait de mettre le feu à quelque chose et n'était pas sûre que toute la maison allait brûler. Chloé se tenait derrière elle, serrant son téléphone comme une arme. J'ai ouvert la porte. Le vent froid m'a giflé le visage. La pluie entrait de biais. La lumière du porche était éteinte. Le jardin semblait sombre et étranger. Je suis sorti quand même. Et je ne me suis pas retourné. La police n'est pas arrivée avec des gyrophares et des sirènes. Pas de drame, pas de voisins curieux, juste une voix calme à l'autre bout du fil, posée et professionnelle, comme s'il m'appelait pour me rappeler que la garantie de ma voiture était expirée. Monsieur Lefebvre, ici l'officier Thomas Renard du commissariat de police. Nous avons juste besoin de vous poser quelques questions. J'étais assis dans ma voiture derrière le centre commercial de Saint-Priest. Moteur coupé, les vitres embuées par mon souffle. Il était 1h07 du matin. La pluie s'était transformée en une bruine froide, celle qui s'insinue dans vos os au lieu de simplement mouiller vos vêtements. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Ai-je demandé. Il y eut un silence. Pas long. Juste assez. Non, monsieur, a-t-il dit. Nous avons reçu une plainte. Nous effectuons une vérification de bien-être. Bien-être. Encore un de ces mots qui semblent inoffensifs jusqu'à ce qu'ils soient pointés vers vous. J'ai appuyé ma tête contre le siège en vinyle craquelé et j'ai fixé le plafond. Posez vos questions. L'officier Renard était poli. Trop poli pour un homme qui pensait parler à un criminel. Il m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit. Il m'a demandé si j'avais quitté la maison volontairement. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais menacé ma belle-fille d'une quelconque manière. Non, ai-je dit, jamais. Un autre silence. J'entendais des papiers s'agiter, peut-être le grattement d'un stylo. Quelque part derrière lui, une porte s'est fermée. Monsieur, a-t-il dit, est-ce que vous et votre femme possédez la maison ensemble? La question a sonné faux,
comme une note désaccordée. Quoi? La maison rue des Lilas? A-t-il précisé. Est-ce que votre nom est sur l'acte de propriété? J'ai dégluti. Oui, le mien y est. Seulement le vôtre? J'ai repensé à Suzanne à la table de la cuisine il y a des années, les épaules affaissées, une pile de factures entre nous. Je me souvenais de sa voix fatiguée et embarrassée, je ne veux plus que mon nom soit sur quoi que ce soit, Marc. J'ai tout gâché une fois. Je ne veux pas gâcher ton crédit aussi. Oui, ai-je dit lentement. Seulement le mien. Il y eut un autre silence, plus long cette fois. Merci, monsieur, a dit l'officier Renard. C'est tout pour le moment. Nous noterons que vous avez coopéré. Et la plainte? Ai-je demandé. Elle est vague, a-t-il admis. Pas de preuve de danger immédiat. S'il y a autre chose, nous reviendrons vers vous. La ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, l'écran brillant faiblement dans la voiture sombre. Vague. C'était tout. Un mensonge, une histoire bancale. Assez pour me jeter hors de ma propre maison, mais pas assez pour tenir sous la moindre pression. J'ai ri une fois, un son court et sec qui m'a surpris. Puis le froid est revenu. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère Romain, dans le quartier ouest, la vieille Peugeot ronronnant bas, les essuie-glaces grinçant comme il le faisait toujours quand il pleuvait. La lumière du Porsche de Romain était allumée quand je suis arrivé, comme s'il m'attendait. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il a juste ouvert la porte, s'est écarté et a dit « Retire tes bottes. Le café est prêt. » C'est ça Romain, 60 ans, électricien syndiqué à la retraite. Des mains comme des racines d'arbres et un visage qui en a assez vu pour savoir quand ne pas poser de questions. J'ai dormi sur son canapé avec ma veste pliée sous la tête. Le coussin sentait la sueur de bois et la vieille eau de Cologne. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, les mots « tu n'as plus ta place ici » résonnant encore dans ma tête. Romain a fait glisser un mug sur la table quand je suis entré dans la cuisine. Du café fort et amer. J'ai entouré le mug de mes mains et j'ai fixé la vapeur. « Elle t'a vraiment mis dehors ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « À cause de Chloé ?» a-t-il deviné. J'ai encore hoché la tête. Romain a soupiré par le nez. Cette fille n'est que source d'ennui. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas défendue. J'avais dépassé ce stade. Après que Romain soit parti faire des courses, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à fouiller. 17 ans de mai, de relevés de prêts immobiliers, de documents de refinancement, de registres cadastraux que je n'avais jamais eu de raison de consulter. C'était là. Un PDF de 2012. Acte de propriété. Mon nom, seulement mon nom. Ma poitrine s'est serrée. J'ai vérifié encore et encore. Pas de Suzanne, pas de copropriété, juste moi. Mes mains ont commencé à trembler, pas de peur, mais de quelque chose d'autre. Une prise de conscience lente et rampante que le sol sous tout ce désordre n'était pas aussi solide que Suzanne et Chloé le pensaient. J'ai pensé au visage de Chloé quand elle m'avait accusé. À la façon dont elle avait dit, instable, comme si elle l'avait répété, à la rapidité avec laquelle Suzanne s'était retournée contre moi, comme si 17 ans pouvaient être effacés par un seul mot. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué, triste et en colère d'une manière calme et dangereuse. Mais pour la première fois depuis que Suzanne m'avait crié de sortir, j'ai ressenti autre chose, un levier de pression. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un avocat local. Rien de clinquant, pas de panneau publicitaire, juste un nom qui revenait sans cesse dans les avis, Maître Diane Keller. J'ai fixé son numéro un long moment avant de composer. Le bureau de Diane Keller se trouvait au-dessus d'un barbier dans une rue calme du centre-ville. Le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans le remarquer. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste son nom en lettres noires sobres sur du verre dépoli et un escalier étroit qui sentait le vieux papier et le nettoyant au citron. Elle avait la fin de la quarantaine, peut-être le début de la cinquantaine, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de lecture serrées pendues à une chaîne autour du cou. Sa poignée de main était ferme mais pas théâtrale. Elle n'a pas perdu de temps en vaine sympathie, et j'ai apprécié ça. Commencez par le début, a-t-elle dit en cliquant son stylo. Et ne sautez pas les parties ennuyeuses.
Les parties ennuyeuses sont généralement là où réside la vérité. Alors, je lui ai tout raconté. Le gratin, la pluie, la voix de Chloé devenant douce et effrayée comme si un interrupteur avait été actionné. Le cri de Suzanne, l'appel de la police. Je lui ai parlé du refinancement, de la faillite personnelle de Suzanne par le passé, de l'acte de propriété à mon seul nom. Diane écoutait sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, son stylo griffonnant des notes. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son siège et a expiré lentement. « D'accord, a-t-elle dit. Premièrement, vous avez bien fait de partir. J'ai froncé les sourcils. J'ai perdu ma maison. Elle a secoué la tête. Non, vous en avez perdu l'accès. C'est une grande différence. Elle a fait glisser la copie de l'acte de propriété vers moi sur le bureau. Cette maison est légalement la vôtre. Propriété exclusive. Cela vous donne des options, mais si vous foncez sous le coup de la colère, vous en gâcherez la moitié. J'ai fixé le papier. Mon nom y paraissait étrange, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Diane a croisé mon regard. Vous n'affrontez pas. Vous n'expliquez pas. Vous n'envoyez pas de SMS. Vous ne postez rien. Vous documentez. Et vous attendez. Attendre n'avait jamais été ma force. J'avais passé ma vie à réparer les choses quand elles se cassaient. Des tuyaux qui fuient, des portes coincées, des mariages brisés. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais réparer avec une clé à molette et une longue nuit de travail. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris une nouvelle forme de patience. Je suis resté chez Romain, dormant sur le canapé, me douchant à des heures impaires pour ne pas le gêner. Chaque matin, je passais devant ma propre maison rue des Lilas en allant au travail. Je ne m'arrêtais pas. Je ne ralentissais pas, mais je regardais. La voiture de Suzanne était toujours là. Celle de Chloé aussi. Lumières allumées tard. Musique parfois, les basses résonnant à travers les murs. J'avais moi-même installé l'isolation des années auparavant. Une fois, j'ai vu Chloé sur le porche, riant au téléphone, la fumée de cigarette s'enroulant autour de sa tête comme si elle n'avait aucun souci au monde. Au travail, j'ai raté un planning de maintenance et je me suis fait remonter les bretelles par mon superviseur. J'ai oublié mon déjeuner dans le frigo de la salle de pause et je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin de mon service. Je me sentais décalé, comme un homme marchant sans sa peau. La nuit, je rejouais la scène dans ma tête. L'accusation de Chloé, le visage de Suzanne. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais raté quelque chose. Un signe avant-coureur que j'avais ignoré. Puis Diane a appelé. « Marc, a-t-elle dit, j'ai effectué une vérification de solvabilité avec votre autorisation. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Nous nous sommes revus cet après-midi-là. Elle a tourné son écran vers moi et a fait défiler les pages. Chloé n'avait pas chômé. Des cartes de crédit de magasin, un compte de téléphonie, un petit prêt personnel, le tout lié à mon adresse. Certains en retard, d'autres au plafond. Je n'ai pas ouvert ça, ai-je dit, la mâchoire serrée. Je sais, a répondu Diane. Mais voici le point crucial. Ces éléments n'expliquent pas seulement son mensonge. Ils expliquent son timing. Mon estomac s'est noué. Expliquez-moi. Si vous restiez là, a-t-elle dit, ou si vous commenciez à poser des questions, elle risquait d'être découverte. Alors, elle vous a présenté comme la menace. J'ai pensé à la façon dont Chloé m'avait regardé dans la cuisine. La peur qui semblait mise en scène. Elle ne voulait pas seulement que je parte, ai-je dit calmement. Elle avait besoin que je parte. Diane a hoché la tête. Exactement. Cette réalisation n'a pas apporté de soulagement. Elle a apporté une douleur différente. Une douleur qui s'installe profondément comme l'humidité dans les os. Suzanne n'avait toujours pas appelé. Pas une fois. Pas d'excuses, pas de questions, juste le silence. Puis, tard un soir, mon téléphone a vibré. Suzanne. Le message était court, il faut qu'on parle. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre et je suis allé me coucher. Le lendemain, Diane m'a expliqué les étapes suivantes, demander l'occupation exclusive, préparer l'avis, documenter chaque interaction.
Capture d'écran des publications de Chloé sur les réseaux sociaux parlant de « parents toxiques » et de « protection de la famille ». Copie de la facture de changement de serrure que Suzanne s'était envoyée par mail sans réaliser que j'avais toujours accès au compte partagé. Ne répondez pas, m'a rappelé Diane. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Un après-midi, alors que j'étais à la table de cuisine de Romain en train de trier des papiers, Suzanne a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Marc, a-t-elle dit, et sa voix sonnait normale. Trop normale. On a besoin d'argent. J'ai fermé les yeux. Pourquoi faire? Ai-je demandé. Les temps sont durs, a-t-elle dit. Tu sais comment c'est. Chloé a été soumise à beaucoup de stress. J'ai failli rire. Failli. Je vais demander à mon avocat de vous contacter, ai-je dit. Il y eut une inspiration brusque. Ton avocat? Oui. Elle a raccroché sans un mot de plus. Cette nuit-là, je suis resté seul dans ma voiture devant chez Romain. Moteur au ralenti, radio basse. Une vieille chanson de Francis Cabrel est passée, une que Suzanne fredonnait souvent en pliant le linge. J'ai éteint la radio. Pour la première fois depuis le début, je ne me sentais pas comme un homme attendant d'être sauvé. Je me sentais comme un homme au bord de quelque chose d'irréversible. Mon téléphone a encore vibré. Un SMS de Diane, avez-vous toujours vos doubles de clés et le code du garage? Oui, ai-je répondu. Il y eut une pause. Bien, a-t-elle répliqué. Ne les utilisez pas. Pas encore. Je me suis adossé au siège, fixant le ciel sombre de la région lyonnaise, et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas de retourner à l'intérieur. Il s'agissait de laisser la vérité entrer d'elle-même. Suzanne n'a pas rappelé pendant un moment. Chloé non plus. Ce silence semblait étrange au début, comme le calme après une tempête quand on attend de voir ce qui a été délogé. Puis j'ai réalisé qu'autre chose se passait, elle pensait avoir gagné. J'ai commencé à le voir par petites touches. Les publications de Chloé sur les réseaux sociaux apparaissaient dans ma vision périphérique, des captures d'écran que Romain m'envoyait avec un emoji de sourcil levé. Des citations sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques. Un selfie sur mon Porsche, la tête inclinée juste comme il faut pour que la maison ressemble à un trophée derrière elle. Une photo d'elle tenant un mug que j'ai reconnu instantanément. En céramique bleue. Avec une petite fêlure près de l'anse. J'avais acheté ce mug à Nashville en 2010 lors d'un voyage. Suzanne et moi y étions allés une semaine et avions séjourné dans un hôtel bon marché près de la rivière. Elle disait qu'il lui rappelait mes mains, solides, fiables. Voir Chloé entourer ce mug de ses doigts m'a fait serrer la mâchoire. Au travail, je gardais la tête basse. L'hôpital se fichait que mon mariage est volé en éclats. Les centrales d'air avaient toujours besoin de filtres. Les portes coinçaient toujours. J'ai raté une vanne lors d'un contrôle de routine un après-midi et je m'en suis rendu compte juste avant que ça ne devienne un problème majeur. Mon superviseur m'a regardé et a dit « Ça va, Marc ?» Ouais, ai-je répondu. Juste fatigué. C'était vrai. J'étais fatigué jusqu'à la moelle, ce genre de fatigue que le sommeil ne guérit pas. Un soir, Romain a fait glisser une assiette de rôti de bœuf sur la table et a dit « Tu grinces des dents ». Je ne m'en étais pas rendu compte. Je me suis forcé à desserrer la mâchoire. Je n'arrête pas de penser que si j'avais dit quelque chose de différent. Romain a secoué la tête. Tu aurais pu lui lire la Bible, elle aurait quand même cru sa gamine. Il n'avait pas tort. Le reçu du changement de serrure est arrivé sur notre vieux compte email partagé tard une nuit. Suzanne devait avoir oublié que j'y avais toujours accès. C'était là, noir sur blanc, date, heure, nom de l'entreprise. Je l'ai transféré à Diane sans commentaire. Une semaine plus tard, Suzanne a rappelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Marc, a-t-elle dit, sans excuse, sans chaleur. Il faut qu'on règle certaines choses. Son ton était froid, comme celui de collègues qui auraient eu un désaccord sur un planning. J'ai demandé à mon avocat de gérer les communications, ai-je dit. Elle a ricané. Un avocat pour ça? Ça, ai-je répété calmement, c'est exactement pour ça. Il y eut une pause. J'entendais Chloé en arrière-plan, sa voix basse mais tranchante.
Suzanne s'est détournée du téléphone, marmonnant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Puis Suzanne est revenue en ligne. Chloé est soumise à beaucoup de stress. Les factures, les problèmes de voiture. Tu sais comment les choses s'accumulent. J'ai regardé à travers le pare-brise l'allée de Romain. Du béton fissuré que j'avais aidé à colmater des années auparavant. J'en suis sûr. Alors, a continué Suzanne, on pensait que tu pourrais peut-être aider. Juste jusqu'à ce que les choses se tassent. C'était là. Pas de culpabilité, pas de regret, juste une facture. Je n'enverrai pas d'argent, ai-je dit. Suzanne a pris une inspiration brusque. Après tout ce qu'on a traversé. Oui, ai-je dit, après tout. Elle a raccroché. Cette nuit-là, Diane m'a envoyé un projet d'avis par email. Langage formel, sec, précis. C'était étrange de voir ma vie réduite à des paragraphes et des listes à puces, mais il y avait aussi un certain réconfort. Le papier ne ment pas. Le papier ne crie pas. Nous avons déposé la demande d'occupation exclusive et planifié la signification par un huissier de justice accompagné de la gendarmerie. Diane m'a prévenu que ce ne serait pas immédiat. Il y avait des étapes, des préavis, des délais. Laissez-les penser qu'elles sont en sécurité, a-t-elle dit. Les gens font des erreurs quand ils pensent que personne ne regarde. Chloé en a fait plein. Elle a commencé à inviter des amis. Des voitures garées à moitié sur la pelouse. Musique plus forte. Sacs poubelles empilés près du garage. Une voisine a envoyé un SMS à Romain, supposant que le message me parviendrait. « Tout va bien chez vous ?» disait le texte. Je n'ai pas répondu. J'ai documenté. Un après-midi, Chloé a posté une longue tirade sur les hommes qui pensent que l'argent égale le contrôle. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'en avait pas besoin. Les commentaires ont afflué, sympathie, encouragement, cœur et visage en colère. Diane a sauvegardé chaque capture d'écran. J'essayais de ne pas regarder de trop près. Ce n'était pas bon pour moi. Mais parfois, tard le soir, je m'asseyais dans ma voiture, moteur coupé, et je regardais la maison depuis le bout de la rue. Lumières allumées, ombres mouvantes, ma maison occupée par des gens qui pensaient que j'étais parti pour de bon. L'envie de les affronter montait en moi comme de l'acide, monter là-haut, marteler la porte, exiger de reprendre ma vie. Chaque fois que ça arrivait, je me souvenais de la voix de Diane, le silence est une stratégie. Puis est venu l'appel que je n'attendais plus. Suzanne, encore. Cette fois, elle sonnait différente, plus nerveuse. On doit parler, a-t-elle dit, en personne. Non, ai-je répondu. Marc, a-t-elle aboyé, l'irritation perçant à travers, ça devient ridicule. Ce qui est ridicule, ai-je dit avec calme, c'est que tu m'aies jeté dehors pour un mensonge et que tu ne te sois pas excusé une seule fois. Le silence. Chloé dit. A commencé Suzanne. Je l'ai coupé. Demandez à votre avocat de parler au mien. Il y eut un souffle court, puis le clic de la ligne coupée. Je suis resté assis après ça, le téléphone à la main, le cœur battant. Dire non ne faisait pas de bien. C'était simplement nécessaire. Le lendemain matin, un message de Diane a illuminé mon écran, c'est bon, disait-il. Demain, 11h30. Soyez là. Ne dites rien, sauf si on vous le demande. J'ai fixé l'heure pendant un long moment. Demain. Je suis allé au travail et j'ai réparé ce qui devait l'être. Je suis rentré chez Romain et j'ai plié ma veste, lissant les plis. J'ai dormi par petites tranches, me réveillant au ronronnement du réfrigérateur et au poids de 17 ans pesant sur ma poitrine. À 10h45 le lendemain matin, j'ai conduit vers la rue des Lilas. Le ciel était d'un bleu pâle, froid et clair. La rue semblait identique à ce qu'elle avait toujours été, sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui étais surveillé. La voiture de gendarmerie s'est garée pile à l'heure. 11h29. J'étais déjà là, garé quelques maisons plus loin, moteur coupé, main posée sur mes cuisses pour les empêcher de trembler. J'avais mis ma veste de travail, celle avec mon nom brodé sur la poitrine en fil bleu délavé, pas pour faire une déclaration, juste parce que c'était la mienne. Le véhicule s'est arrêté devant la maison comme s'il l'avait fait 100 fois. Pas de gyrophare, pas de sirène, juste le bruit des pneus sur le bitume et une portière qui se ferme avec un bruit sourd et définitif.
Suzanne a ouvert la porte d'entrée avant même que le gendarme n'atteigne les marches. Elle devait surveiller derrière les stores. Elle portait un jean et un pull cette fois, les cheveux tirés trop fort. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, fatiguée. Chloé est apparue derrière elle, pieds nus, les bras croisés, le visage déjà figé dans ce mélange familier de défi et d'innocence blessée. De l'autre côté de la rue, les rideaux ont bougé. Madame Girard se tenait à sa fenêtre, les mains sur les hanches. Elle habitait ce quartier depuis plus longtemps que quiconque. Si quelque chose se passait rue des Lilas, Madame Girard le savait. Le gendarme a parlé le premier, calme, mesuré. « Madame, a-t-il dit, je suis ici pour vous signifier un acte. » Suzanne a cligné des yeux. « Quel acte ?» Il a ouvert le dossier. Cette propriété appartient légalement à Marc Lefebvre. Il a lu « Propriété exclusive ». Vous et tout autre occupant êtes tenu de libérer les lieux conformément à cette ordonnance. Chloé a ri, un son bref et aigu. Ce n'est pas possible. Le gendarme ne l'a pas regardé. Mademoiselle, cela ne nécessite pas votre accord. Le visage de Suzanne s'est vidé de ses couleurs. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit. Mon mari. Le gendarme a levé les yeux. Votre nom n'est pas sur l'acte de propriété. Le silence est tombé lourdement. J'ai vu l'onde de choc se propager dans la rue. Une voisine est sortie sur son perron. Une autre a fait semblant de vérifier son courrier. Madame Girard s'est rapprochée de la vitre. L'assurance de Chloé s'est fissurée. Non, a-t-elle dit. Maman, dis-lui. Dis-lui qu'il a tort. La bouche de Suzanne s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé le gendarme. Puis finalement, elle m'a regardé. Je me suis avancé, d'un pas lent et délibéré. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais dans la boue. Je ne suis pas venu pour me disputer, ai-je dit. Je suis venu reprendre ma vie. Les mots ont résonné et sont restés là. Les yeux de Chloé se sont instantanément remplis de larmes. Elle s'est tournée vers le gendarme, la voix tremblante. Officier, je ne me sens pas en sécurité. Il a toujours été instable. C'était encore là. Ce mot. Le gendarme lui a jeté un coup d'œil, puis est revenu à ses documents. Cette allégation est notée, a-t-il dit de façon neutre. Cela ne change pas l'ordonnance. Les épaules de Chloé se sont mises à secouer. Elle pleurait plus fort maintenant. Le genre de pleurs fait pour attirer l'attention, pour extorquer de la sympathie à partir de rien. Personne n'a bougé pour la réconforter. Suzanne a vacillé légèrement, comme si elle allait s'asseoir sur les marches du porche. Marc, a-t-elle chuchoté. On peut en parler. J'ai secoué la tête une seule fois. Nous avons eu 17 ans pour parler. Le gendarme s'est raclé la gorge. On vous accordera du temps pour rassembler vos effets personnels. Toute résistance sera documentée. Madame Girard a ouvert sa porte d'entrée et s'est penchée. Eh bien, a-t-elle dit à voix haute, je me demandais justement comment Chloé pouvait se payer tout ce matos neuf. Chloé a tourné brusquement la tête vers elle, lançant un regard noir à travers ses larmes. Le gendarme a tourné une autre page. Il y a également des enquêtes en cours liées à des activités financières connectées à cette adresse, a-t-il dit. Vous pourriez être contacté séparément à ce sujet. Chloé s'est figée totalement. Suzanne nous a regardés tour à tour, la compréhension venant trop tard. Elle a pressé une main sur sa bouche. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais vide, propre, comme une plaie qui aurait enfin cessé de saigner. Alors que le gendarme retournait vers son véhicule, j'ai regardé la maison une dernière fois. Le porche, la porte, les fenêtres. J'avais réparé tout cela moi-même après une tempête des années auparavant. Ce n'était pas une victoire. C'était une conclusion. Je n'ai pas pénétré à l'intérieur après leur départ. Je suis resté sur le trottoir une minute de plus, les mains toujours dans les poches de ma veste, écoutant le calme retomber sur la rue des Lilas. Les voisins se sont éclipsés un par un. Les rideaux se sont refermés. Une boîte aux lettres a claqué. La vie reprenait son cours, comme elle le fait toujours, même après qu'une chose se soit brisée. Suzanne n'a pas dit un mot de plus. Elle m'a juste regardé depuis le porche pendant que le gendarme s'éloignait, son visage pâle et indéchiffrable.
Chloé avait déjà disparu à l'intérieur de la maison, claquant la porte assez fort pour faire vibrer le verre. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. C'était la dernière fois que je me tenais devant cette maison en tant qu'homme marié. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Trop calmes au début. Je m'attendais à une autre explosion, à des appels furieux, des menaces, des accusations, mais rien n'est venu. Diane s'est occupée de la paperasse. Tout a avancé comme elle l'avait dit, lentement, légalement, sans drame. Je suis resté chez Romain encore un peu, puis j'ai trouvé un petit studio plus proche de l'hôpital. Rien de luxueux, moquette beige, vue sur le parking, mais le chauffage fonctionnait, les serrures étaient solides, et la nuit, personne ne criait mon nom comme s'il s'agissait d'une accusation. J'ai acheté un fauteuil d'occasion à un gars du quartier et une cafetière bon marché au supermarché. Le premier matin, assis là en buvant mon café, écoutant le faible bourdonnement du trafic extérieur, j'ai réalisé quelque chose de surprenant, je pouvais enfin respirer. 3 mois après le passage des gendarmes, Suzanne a envoyé un SMS. Chloé a emménagé avec son nouveau petit ami. L'appartement est minuscule. Les temps sont durs en ce moment. Pourrions-nous nous voir et discuter? Je l'ai lu une fois, puis une seconde. 17 ans de souvenirs ont défilé dans mon esprit. Les fêtes, les disputes, les matins tranquilles, les promesses faites et rompues. J'ai ressenti cette vieille traction, cet instinct de réparer, d'adoucir, de prendre la responsabilité d'une chose qui n'était plus mienne. J'ai supprimé le message. Pas de réponse, pas d'explication, juste le silence. Pas par cruauté, mais par respect pour moi-même. Je ne raconte pas cette histoire parce que j'ai gagné. Je la raconte parce que j'ai survécu. Parce que j'ai appris que la loyauté ne signifie pas s'effacer soi-même. Et que l'amour ne signifie pas accepter un mensonge juste pour garder la paix. Je ne me suis pas vengé en criant. Je n'ai humilié personne avec mes mains. J'ai laissé la vérité faire le travail. Je me suis retiré, je suis resté calme, et j'ai laissé les documents parler plus fort que la colère ne le pourrait jamais. Et si vous m'écoutez et que tout cela vous semble inconfortablement familier, si vous avez déjà été blâmé, jeté ou rendu invisible après avoir donné vos meilleures années à quelqu'un, sachez ceci, s'en aller n'est pas perdre. Parfois, c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire.